Il y a un moment avant que tout ne change. Tu ne sais pas que ça arrive. L'air dans la pièce semble normal. Les gens parlent, mangent, consultent leur téléphone Nokia. Un BlackBerry vibre, un gamin joue à Snake sur un téléphone à clapet, persuadé que rien ne pourra dépasser cela. Et puis, le 9 janvier 2007, Steve Jobs monte sur scène à San Francisco. Il dit à la foule qu'il va leur présenter 3 produits révolutionnaires. Le premier, un iPod à écran large avec des commandes tactiles. Le deuxième, un téléphone mobile révolutionnaire. Et le troisième, un appareil de communication Internet révolutionnaire. Il se répète, un iPod, un téléphone, un communicateur Internet. Et puis, la pause. Vous comprenez, ce ne sont pas 3 appareils distincts. C'est un seul appareil et nous l'appelons iPhone. La foule devient folle et le monde n'a plus jamais été le même. Très bien, maintenant plantons le décor. En 2007, le marché des smartphones était dominé par BlackBerry et Nokia. Motorola tenait encore avec le Razr. Windows Mobile existait et était largement adopté. L'état de l'art, c'était essentiellement un téléphone avec un clavier fixé dessus, un stylet si vous vouliez faire le malin, un petit écran pixelisé, une interface qui nécessitait un manuel pour être comprise, et une autonomie qui vous rendait anxieux rien qu'en la regardant. Ensuite, Apple a lancé l'iPhone original. Et soyons honnêtes, il était techniquement incomplet. Il n'y avait pas d'App Store, pas de copier-coller, pas d'application tierce du tout. Il n'était disponible que chez AT&T et il était cher, 499 $ pour le modèle 4 Go et 599 pour le 8 Go. Et vous étiez coincé sur le réseau cellulaire Edge, qui était très lent. Alors, pourquoi l'iPhone original était-il si important? Eh bien, à cause de tout ce qu'il a bien fait. L'écran tactile n'était pas résistif nécessitant une pression, mais capacitif réagissant au simple effleurement du doigt. Le pincement pour zoomer, le défilement inertiel, la physique de l'interface, la façon dont une liste rebondissait lorsque vous atteigniez la fin. Ce n'étaient non pas seulement des fonctionnalités, c'était un langage, un nouveau vocabulaire pour la façon dont les humains interagissaient avec leur téléphone. Steve Jobs l'avait décrit ainsi 5 ans avant tout le monde. La plupart des analystes, qui prédisaient un échec, ont finalement admis qu'il avait raison. L'iPhone original avait un écran de 3,5 pouces, un appareil photo de 2 mégapixels, 128 mégaoctets de RAM, fonctionnait avec une puce ARM fabriquée par Samsung et n'avait pas de caméra frontale. Selon les normes d'aujourd'hui, cela paraît risible, mais dans le contexte de l'époque, c'était révolutionnaire. Apple en a vendu environ 6 millions d'unités au total. La guerre des smartphones avait débuté. Maintenant, lorsque vous alignez tous ces modèles, en commençant par l'iPhone original de 2007 jusqu'à l'actuel iPhone 17 Pro, la transformation est assez spectaculaire. Il est important de noter que le changement n'a pas été soudain. Apple n'a jamais tout réinventé l'iPhone en une seule année. Au lieu de cela, ce sont des améliorations constantes et progressives qui ont transformé l'iPhone en l'appareil que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Et honnêtement, c'est exactement comme cela que fonctionne l'amélioration de soi aussi. Un an plus tard, Apple a fait 2 choses qui allaient de multiplier par 1000 l'impact de l'iPhone original. Ils ont ajouté la connectivité 3G donnant à l'iPhone la vitesse Internet qu'il méritait et ils ont lancé l'App Store. Pour la première fois dans l'histoire des téléphones mobiles, une seule plateforme permettait aux développeurs d'atteindre des millions d'utilisateurs via une seule boutique. Le jour du lancement, le 10 juillet 2008, les utilisateurs ont téléchargé 10 millions d'applications en seulement 72 heures. L'iPhone 3G était aussi plus abordable, à 199 $ pour 8 Go, avec une subvention de l'opérateur, et cette baisse de prix était stratégique. Apple voulait que l'iPhone soit entre les mains de plus de personnes. Plus de personnes entraînaient plus de téléchargements sur l'App Store, donc plus de développeurs et d'applications, offrant ainsi encore plus de raisons d'acheter un iPhone. C'était une stratégie de génie qui a stimulé les ventes de l'iPhone. L'iPhone 3G avait un dos en polycarbonate noir ou blanc. Il était légèrement plus épais que le modèle original, mais plus léger. Le GPS a été ajouté, mais il manquait encore la caméra frontale et l'enregistrement vidéo. Malgré tout, l'iPhone 3G semblait être le premier à vraiment surpasser la concurrence avec un excellent rapport qualité-prix. Puis l'iPhone 3GS, à mon avis, manque de reconnaissance. Le S signifiait speed, c'est-à-dire la vitesse, et Apple ne plaisantait pas. L'iPhone 3GS était environ 2 fois plus rapide que le 3G même s'il utilisait toujours une puce Samsung. Il a introduit l'enregistrement vidéo sur l'iPhone pour la première fois, le contrôle vocal est arrivé, la boussole, un meilleur appareil photo de 3 mégapixels avec autofocus. Mais plus important encore, le 3GS a établi quelque chose qui allait définir la stratégie d'Apple pour l'iPhone pendant la décennie et demie suivante, le cycle de mise à niveau S. L'idée était simple mais brillante. Apple lançait une refonte majeure une année, puis une amélioration axée sur les performances l'année suivante. Les cycles matériels de 2 ans correspondaient parfaitement à la durée des contrats des opérateurs. Un client achetait un iPhone, signait un contrat de 2 ans, et au moment où son contrat arrivait à échéance, un tout nouveau design l'attendait.
L'iPhone 3GS a aussi introduit autre chose, le concept de l'ancien iPhone abordable. Lorsque le 3GS est sorti, l'iPhone 3G est devenu gratuit avec un contrat. C'était le début de la stratégie d'Apple consistant à faire descendre les anciens modèles dans l'échelle des prix pour capter une plus grande part du marché, une stratégie qu'ils utilisent encore aujourd'hui. Si l'iPhone original a lancé l'ère du smartphone moderne, alors l'iPhone 4 l'a défini. Dévoilé en juin 2010, l'iPhone 4 représentait une rupture radicale avec tout ce qui l'avait précédé. Le dos en plastique avait disparu. À la place, un assemblage de Corning Gorilla Glass à l'avant et à l'arrière, maintenu par un cadre en acier inoxydable qui faisait aussi office de système d'antenne. C'était, et je ne dis pas ça à la légère, absolument magnifique. L'écran était Retina avec 326 pixels par pouce, ce qui signifiait que l'œil humain ne pouvait plus distinguer les pixels individuels à une distance de vision normale. Le texte semblait avoir été imprimé sur le verre. Les images étaient si nettes qu'elles semblaient irréelles, comme si on distinguait les artefacts sur les photos. L'iPhone 4 a ajouté pour la première fois une caméra frontale permettant d'utiliser FaceTime, le service d'appel vidéo d'Apple que Steve Jobs a décrit comme une révolution. Il a en fait fallu quelques années pour que cela devienne plus courant, mais la caméra frontale elle-même allait finalement transformer la culture d'une manière que personne n'avait vraiment prédite, car c'est à ce moment-là que l'ère du selfie a commencé. L'iPhone 4 a également introduit le gyroscope et la puce A4 d'Apple, la première conçue en interne par Apple. Et ce dernier point est important. Le fait qu'Apple conçoive ses propres puces signifiait qu'il pouvait contrôler le calendrier de sortie de l'iPhone. Il n'avait plus besoin de dépendre de Samsung ou de Qualcomm pour obtenir la toute dernière puce à intégrer dans leur nouveau téléphone. Cela leur a aussi permis d'optimiser batterie et matériel comme aucune autre entreprise. Mais l'iPhone 4 a rencontré un problème. L'antenne à gâte. En tenant l'appareil d'une certaine façon, votre main couvrait le coin inférieur gauche de la bande en acier inoxydable, ce qui dégradait ou coupait le signal. Cela a déclenché une explosion sur Internet. Les défenseurs des consommateurs voulaient qu'Apple procède à un rappel et Steve Jobs a répondu de façon célèbre à l'email d'un utilisateur en lui disant de ne pas tenir l'iPhone de cette manière. Apple a finalement résolu le problème en offrant des coques gratuites aux propriétaires d'iPhone 4 et la controverse s'est estompée. Mais c'était un moment rare où la façade de perfection d'Apple s'est légèrement fissurée. Pourtant, rien de tout cela n'a empêché l'iPhone 4 de se vendre, atteignant un total de 40 millions d'unités écoulées. En octobre 2011, le nouveau PDG d'Apple, Tim Cook, est monté sur scène et a présenté l'iPhone 4S. Il ressemblait à l'iPhone 4 avec le même design, le même boîtier en verre et en acier, mais à l'intérieur, c'était une mise à niveau significative. La puce A5 doublait la puissance de traitement et offrait des performances graphiques 7 fois supérieures. L'appareil photo passait à 8 mégapixels avec un nouvel objectif et l'enregistrement vidéo en 1080p. La fonctionnalité phare était Siri, l'assistant personnel intelligent d'Apple. Premier assistant vocal IA grand public sur smartphone, il permettait de poser des questions, définir des rappels, envoyer des messages, passer des appels et plus, simplement à la voix. En 2011, cela semblait de la science-fiction. Siri, bien que pas parfait, avait une personnalité qui rendait son usage amusant. Cependant, le lendemain même de l'annonce de l'iPhone 4S, Steve Jobs est décédé. L'iPhone 4S était probablement le dernier modèle auquel il a participé au développement. Dans les semaines suivantes, des gens ont déposé des iPhones et des fleurs devant les Apple Store du monde entier. L'élan de tristesse a été mondial. Pour beaucoup de gens, Steve Jobs n'était pas seulement le PDG d'une entreprise technologique. Il incarnait l'idée que la technologie pouvait être à la fois fonctionnelle et belle, puissante et humaine. L'iPhone 4S s'est écoulé à hauteur de 72 millions d'unités. 2012 a été l'année où Apple a rendu l'iPhone plus grand. L'iPhone 5 est passé d'un écran de 3,5 pouces à un écran de 4 pouces, une décision qui semble minime jusqu'à ce que l'on apprenne qu'Apple avait passé des années à affirmer que 3,5 pouces était la taille parfaite pour un téléphone. Pendant ce temps, les fabricants Android sortèrent des téléphones avec des écrans de 4,5 à 4,7 voire 5 pouces et les gens les achetaient plus souvent que les iPhones. Alors, Apple a fait un petit compromis en rendant l'écran de l'iPhone plus haut, mais en conservant sa largeur afin qu'il puisse toujours être utilisé d'une seule main. L'iPhone 5 était aussi nettement plus fin et plus léger que ses prédécesseurs, fabriqué en aluminium et en verre, et il a introduit le connecteur Lightning, remplaçant le connecteur à 30 broches qui était la norme depuis l'iPod 3e génération. Ce changement a suscité une controverse parmi les utilisateurs ayant déjà investi dans des accessoires pour l'ancien connecteur. Apple a lancé le Lightning à un moment peu opportun, car l'USB-C est devenu la norme sur les téléphones quelques années plus tard, même si le Lightning restait utile car plus petit que l'ancien connecteur 30 broches et réversible.
L'iPhone 5 a également apporté la LTE à l'iPhone pour la première fois aux États-Unis, offrant de véritables vitesses 4G. La puce A6 conçue en interne par Apple était bien plus rapide que la A5. L'appareil photo offrait une prise de vue plus rapide et de meilleures performances en basse lumière. À ce moment, Apple a lancé les AirPods et les a inclus avec l'iPhone 5, remplaçant les écouteurs livrés avec chaque iPod et iPhone depuis 2001. L'iPhone 5 s'est révélé extrêmement populaire, avec 143 millions d'unités vendues. 2013 a été l'année où Apple a tenté quelque chose de différent en lançant deux nouveaux modèles d'iPhone simultanément. L'iPhone 5S était le modèle phare avec un boîtier en aluminium, la puce A7, la première puce, 64 bits au monde dans un smartphone grand public, et le capteur d'empreinte digitale Touch ID. Parlons un instant de Touch ID, un ajout vraiment important. Avant, la plupart des gens n'utilisaient pas de code d'accès sur leur téléphone. Entrer un code à 4 chiffres à chaque déverrouillage ou téléchargement était assez contraignant pour décourager la plupart des gens. Le résultat, c'est que la plupart des smartphones n'avaient aucune sécurité réelle. Touch ID a changé cela. Il suffisait de poser votre doigt sur le bouton d'accueil pour déverrouiller le téléphone instantanément. Vous le faisiez des centaines de fois par jour sans y penser. La sécurité est devenue invisible. Grâce à cela, les gens l'utilisaient vraiment. Touch ID a également permis l'arrivée d'Apple Pay, annoncé l'année suivante, qui nécessitait une méthode de sécurité biométrique fiable pour autoriser les paiements. Le capteur d'empreinte digitale a été la base qui a rendu cela possible. L'iPhone 5S a également introduit le flash True Tone à double LED et un nouvel appareil photo de 8 mégapixels avec de meilleures performances en basse lumière et la vidéo au ralenti à 120 images par seconde. Le deuxième modèle était l'iPhone 5C. C'était quelque chose de complètement différent, un téléphone abordable qui utilisait une coque en plastique polycarbonate disponible en 5 couleurs vives, blanc, rose, jaune, bleu et vert. C'était essentiellement l'intérieur de l'iPhone 5 dans un boîtier en plastique coloré. Et Apple l'a proposé à 99 $ avec un contrat de 2 ans. L'iPhone 5C visait à concurrencer les smartphones milieu de gamme en proposant un iPhone plus abordable sans sacrifier la qualité Apple. Apple s'attendait à en vendre plus que le 5S puisqu'il était moins cher. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Le 5S s'est vendu à 60 millions d'exemplaires au total, tandis que le 5C a atteint 40 millions. Apple a même dû réduire la production de l'iPhone 5C de 35% tout en augmentant celle du 5S de 75%. À ce moment-là, Apple affirmait depuis des années que les grands téléphones étaient une erreur ergonomique et qu'un téléphone devait pouvoir s'utiliser confortablement d'une main. Selon eux, 4 pouces avec l'iPhone 5 étaient idéaux, car le pouce atteignait chaque coin. Mais en 2014, Apple a sorti l'iPhone 6 avec un écran de 4,7 pouces et le 6 Plus avec un écran de 5,5 pouces. Android se vendait mieux que les iPhones depuis des années, surtout grâce à leurs écrans bien plus grands. Cela montrait une forte demande pour un grand iPhone, donc, quand Apple l'a lancé, il s'est vendu comme des petits pains. L'iPhone 6 et le 6 Plus sont finalement devenus les iPhones les plus vendus de tous les temps, avec un total de 222 millions d'unités écoulées. Ils présentaient également un tout nouveau langage de design, des bords arrondis en aluminium, un profil plus fin, un écran plus grand, qu'Apple appelait Retina HD, et la stabilisation optique de l'image pour l'appareil photo sur le 6 Plus. C'est également à ce moment qu'Apple Pay a été lancé, utilisant la NFC pour permettre le paiement sans contact et marquant le début de l'écosystème financier d'Apple. Mais l'iPhone 6 n'était pas sans controverse. Le Bendgate a fait grand bruit. Certains utilisateurs ont signalé que leurs iPhone 6 et 6 Plus se pliaient, comme ils étaient beaucoup plus grands tout en étant beaucoup plus fins, ils se pliaient plus facilement que les modèles précédents. Apple a insisté sur le fait que c'était rare et isolé, mais des laboratoires de consommateurs ont prouvé que les 6C et 6 Plus étaient environ 2 fois moins résistants que l'iPhone 5 précédent. Des vidéos de personnes pliant leur iPhone 6 et 6 Plus sont devenues virales en ligne. Il y a également eu un problème avec la mise à jour iOS 8, qui a cassé la connectivité cellulaire et Touch ID sur certains téléphones. Donc, Apple l'a retirée en moins d'1 heure, mais elle avait déjà été téléchargée par des centaines de milliers de personnes, alors Apple s'est excusé et l'a rapidement corrigée. Malgré ces problèmes, l'iPhone 6 et 6 Plus ont été un phénomène culturel. Ce sont ces modèles qui ont poussé les utilisateurs d'Android à envisager de passer à l'iPhone. Et c'était l'une des premières fois où Apple a vraiment cédé à la pression des clients. Ils voulaient un grand écran et Apple l'a enfin proposé. En 2014, Apple a poursuivi le cycle de mise à jour S avec l'iPhone 6S et 6S Plus. Ils ont introduit la puce A9 ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité appelée 3D Touch qui rendait l'écran sensible à la pression. Le téléphone pouvait détecter non seulement où vous touchiez, mais aussi avec quelle force vous appuyiez. Une légère pression donnait un pic,
une plus forte, un pop, offrant des raccourcis et actions rapides depuis l'écran d'accueil. Beaucoup de critiques l'ont assimilé au clic gauche et Apple en a largement fait la promotion. Le problème, c'est que c'était une fonctionnalité invisible pour les utilisateurs, la plupart des gens ne la connaissaient pas et la plupart ne l'utilisaient pas. C'est l'une des rares fois où Apple a lancé une grande fonctionnalité avec un nouvel iPhone sans qu'elle soit vraiment adoptée par les clients. En fait, 3 touches a finalement été complètement abandonné avec l'iPhone 11 et remplacé par une simulation logicielle appelée Haptic Touch, qui ne nécessitait pas le matériel dans la dalle d'affichage. L'iPhone 6S a porté l'appareil photo à 12 mégapixels où il est resté plusieurs années et introduit la vidéo 4K. La caméra frontale est passée à 5 mégapixels et les live photos sont apparus, permettant de maintenir une photo appuyée pour voir le moment juste avant et après la prise, offrant une demi-seconde de mouvement. La nouvelle couleur or rose, un aluminium teinté de rose, est devenue virale avant l'expédition des téléphones. L'or rose est devenu la couleur la plus populaire, dépassant les attentes d'Apple en matière de marketing genré. La couleur s'est retrouvée en rupture de stock presque immédiatement. En mars 2016, Apple a fait quelque chose d'inattendu. Ils ont rendu l'iPhone petit à nouveau. L'iPhone SE original utilisait le boîtier du 5S mais avait les composants internes de l'iPhone 6S comme la puce A9, un appareil photo de 12 mégapixels Touch ID, Apple Pay et la vidéo 4K. Et le prix de départ était vraiment abordable, à $400 sans contrat avec un opérateur, le nouvel iPhone le moins cher qu'Apple ait jamais vendu. L'iPhone SE a trouvé un public passionné et fidèle, les personnes avec de petites mains l'ont apprécié et ceux qui détestèrent les grands téléphones l'ont adoré. Les voyageurs cherchant un appareil compact l'ont apprécié et les développeurs testant d'anciens formats d'écran en avaient besoin. L'iPhone SE a prouvé un point important à Apple, il existait encore un large marché de clients qui voulaient un iPhone, mais qui tout simplement n'avaient pas les moyens d'en acheter un. Ils allaient continuer à développer des produits pour ce marché. La gamme SE s'est restée inactive plusieurs années, est revenue avec un nouveau modèle, puis s'est à nouveau arrêtée. C'est devenu un baromètre de la relation d'Apple avec ses clients, soucieux du rapport qualité-prix. Apple a finalement vendu plus d'iPhone SE que prévu, soit 30 millions d'unités. En 2016, le responsable marketing d'Apple, Phil Schiller, a présenté l'iPhone 7 et a dit une chose qui allait le suivre tout au long de sa carrière. Courage. Il l'a utilisé pour décrire la décision d'Apple de supprimer la prise casque 3,5 mm de l'iPhone. Internet a réagi vivement. Le mot « courage » est devenu un mème du jour au lendemain. Et les critiques ont soutenu qu'il s'agissait clairement d'une manœuvre pour vendre les AirPods qui ont été lancés en même temps que l'iPhone 7. Les AirPods sont devenus l'un des plus grands succès matériels d'Apple et les clients étaient prêts à payer les $159 en plus. Mais la suppression de la prise casque a semblé précipitée, même si Apple a inclus un adaptateur de 3,5 mm vers Lightning dans la boîte. Les iPhone 7 et 7 Plus ont également été les premiers à avoir une résistance à l'eau IP67 et le bouton d'accueil ne cliquait plus physiquement. À la place, un bouton non mécanique avec moteur taptique simulait un clic permettant aux utilisateurs d'ajuster la force requise pour l'activer. L'iPhone 7 Plus a introduit le système à double caméra qui comportait un objectif grand angle de 28 mm, un téléobjectif de 56 mm permettant un zoom optique 2x. Pour la première fois, le mode portrait utilisait la photographie computationnelle pour simuler l'effet bokeh de faible profondeur de champ d'un grand capteur. C'était en fait un moment important pour Apple, car cela montrait qu'il n'avait pas seulement besoin d'améliorer le matériel de la caméra pour proposer de nouvelles fonctionnalités, mais qu'il pouvait aussi améliorer le logiciel et utiliser le traitement par intelligence artificielle pour obtenir des résultats vraiment impressionnants. L'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus ont fini par atteindre un total de 170 millions d'unités vendues. En 2017, Apple a fait quelque chose de vraiment unique en présentant 2 générations d'iPhone en même temps. Il y avait l'iPhone 8 qui était équipé de la puce A11 Bionic avec le premier moteur neuronal conçu spécialement pour les tâches d'apprentissage automatique. L'appareil photo a encore été amélioré. La recharge sans fil est arrivée pour la première fois sur un iPhone grâce à la norme QI, même si Apple a limité sa vitesse à 7,5 watts au lieu des 15 watts maximum proposés par de nombreux appareils Android. Le dos en verre est revenu sur l'iPhone, nécessaire pour la recharge sans fil. Le problème, c'est que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus ont été complètement éclipsés par l'iPhone 10 qui célébrait le 10e anniversaire de l'iPhone, même si beaucoup de gens finiraient par l'appeler iPhone 10, et il a totalement redéfini les attentes concernant ce qu'un smartphone pouvait être. L'iPhone 8 est resté un appareil important, le dernier d'une lignée qui remontait à l'iPhone 6 avec ses bords arrondis en aluminium ou en verre et ses larges bordures.
Et les 8 et 8 Plus ont fini par atteindre un total de 130 millions d'unités vendues. Donc, il y avait une forte demande pour ces appareils. L'iPhone X, c'était vraiment fou. C'est à ce moment-là que tout a changé. Le bouton d'accueil avait disparu, les bordures aussi, et à leur place, il y avait un écran OLED presque bord à bord de 5 pouces. 8 pouces, avec une encoche en haut abritant un système de caméra TrueDepth qui permettait Face ID, un nouveau système de sécurité biométrique. Le cadre en acier inoxydable chirurgical donnait à l'appareil une apparence et une sensation haut de gamme. Touch ID était la norme depuis 4 ans, et maintenant, Apple le remplaçait par un système utilisant la lumière structurée et une caméra infrarouge pour créer une carte mathématique de votre visage. Il authentifiait en quelques millisecondes et fonctionnait dans l'obscurité. Il fonctionnait avec des lunettes de soleil et il avait un taux de fausse acceptation d'1 sur 1 million contre 1 sur 50 000 pour Touch ID. Mais il y avait quelques éléments clivants avec l'iPhone X d'abord, l'encoche, et le nouveau système de navigation par balayage nécessitait de réapprendre des années de mémoire musculaire. En plus, le prix de départ de 1 000 $ était inédit pour un téléphone grand public. Mais l'iPhone X devait être vu en vrai pour l'apprécier pleinement. C'était comme une œuvre d'art. L'écran OLED était le plus grand jamais vu sur un iPhone. Et les noirs étaient de magnifiques, les couleurs étaient superbes, le contraste était incroyable. En plus, il y avait des fonctionnalités comme les animojis ludiques et amusantes. Les 2 caméras arrière amélioraient le mode portrait, ajoutant l'éclairage de portrait et l'usage du téléobjectif dans plus de situations. L'iPhone X a été la base de tous les téléphones qui ont suivi. Le design bord à bord, Face ID, l'écran OLED, les gestes de balayage, tout cela est devenu la nouvelle norme. C'est pourquoi cette sortie était aussi cruciale que le modèle original représentant une seconde révolution de l'iPhone. Et même s'il était vendu à 1 000 $, il a été épuisé instantanément. Les analystes le jugeaient trop cher et de nombreux clients ont vivement critiqué son prix en ligne. Mais il est devenu l'un des modèles les plus vendus avec 63 millions d'unités écoulées. 2018 a apporté 3 nouveaux iPhones et le plus intéressant d'entre eux était en fait le moins cher. L'iPhone XS était un successeur raffiné de l'iPhone X avec la puce A12 Bionic, un moteur neuronal amélioré, des caméras perfectionnées avec Smart HDR, une meilleure résistance à l'eau avec la norme IP68, et le premier modèle Max avec l'iPhone XS Max qui a apporté un écran de 6,5 pouces, le plus grand jamais vu sur un iPhone. Les deux étaient d'excellentes évolutions, puis est arrivé l'iPhone XR. Il utilisait un écran LCD au lieu de l'OLED. Un seul appareil photo arrière au lieu de 2 objectifs et un cadre en aluminium au lieu de l'acier inoxydable. Tout cela pour proposer un prix de 749 € au lieu de 1 000 ou 1 100. En plus, il était disponible en 6 couleurs, rouge, Product Red, corail, noir, blanc, bleu et jaune. L'iPhone XR offrait un rapport qualité-prix incroyable et est devenu l'iPhone le plus vendu de 2018 et 2019 atteignant 100 millions d'unités. Le XR a aussi apporté le mode portrait sur les téléphones à caméra unique, utilisant un logiciel pour estimer la profondeur au lieu de la mesure stéréo, montrant les avancées de la photographie computationnelle. En 2019 est arrivé l'iPhone 11 et c'est à ce moment-là que le système de caméra d'Apple a fait un énorme bond en avant. Il présentait le tout premier modèle Pro d'iPhone, l'iPhone 11 Pro, ainsi que le 11 Pro Max. Ils étaient équipés d'un système à triple caméra, grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. L'ultra grand angle était le nouvel objectif et offrait un champ de vision de 120 degrés, permettant de capturer les scènes dans leur intégralité plutôt que de les recadrer. Il y avait aussi le mode nuit. Pendant des années, le Google Pixel surpassait l'iPhone en photographie en basse lumière. Le Pixel 3 capturait des images utilisables même dans l'obscurité grâce à la superposition informatique d'exposition. Les utilisateurs Apple ont eu cette fonctionnalité avec l'iPhone 11. Les scènes, sombres, floues et bruitées sur le XS, sont devenues nettes et détaillées. Il avait aussi une puce A13 Bionic la plus rapide du marché, permettant un apprentissage automatique plus rapide, notamment pour le traitement d'images en temps réel, Siri localement et une meilleure reconnaissance faciale. L'iPhone 11 de base, avec ses 2 caméras, son écran LCD amélioré et son prix de départ de 700 $, est devenu un autre énorme succès. Apple avait baissé son prix de 70 $ et offrait plus de capacité photo que n'importe quel modèle de base précédent. Cette génération d'iPhone a supprimé le 3D Touch sur toute la gamme, le remplaçant par le Haptic Touch, confirmant que la technologie de détection de pression, malgré des années de promotion, n'avait jamais trouvé son public. Au total, la série iPhone 11 a atteint 156 millions d'unités vendues.
En avril 2020, le monde était confiné et Apple a lancé le nouvel iPhone SE. À 400 $, il était équipé d'une puce A13 bionique, la même que celle de l'iPhone 11 Pro, d'un bouton d'accueil avec Touch ID, d'un écran LCD de 4,7 pouces et d'un seul appareil photo de 12 mégapixels. Dans un monde où les gens perdèrent leur emploi, réduisèrent leurs dépenses et réfléchissaient très attentivement à chaque achat, Apple a lancé un iPhone doté d'une puissance de traitement professionnelle à moins de la moitié du prix du modèle haut de gamme. La deuxième génération de l'iPhone SE a été essentielle pour Apple, permettant à plus d'utilisateurs à budget limité d'intégrer l'écosystème et aidant la marque sur des marchés émergents comme l'Inde et la Chine, où les smartphones coûtent no moins cher qu'aux États-Unis. À l'automne 2020, Apple a dévoilé la série iPhone 12, qui était l'une des plus ambitieuses d'Apple depuis des années. Elle comportait 4 modèles distincts, la connectivité 5G pour la première fois, un tout nouveau langage de design et un nouvel écosystème d'accessoires basé sur des aimants. Le design s'inspirait des iPhone 4 et 5 avec des bords plats et anguleux remplaçant les côtés incurvés de l'iPhone 11. L'aluminium de qualité aérospatiale était utilisé sur les modèles standards, tandis que l'acier inoxydable était réservé aux modèles Pro. Cette année-là, Apple a misé sur le petit format avec l'iPhone 12 mini. Il avait un écran de 5,4 pouces, le plus petit depuis l'iPhone SE original, et c'était le plus puissant des petits iPhones jamais fabriqués. Ces ventes ont déçu, poussant Apple à réduire la production quelques mois après le lancement. Le modèle standard de l'iPhone 12 était doté d'un écran de 1,6 pouces avec le même langage de design que le mini, tandis que les 12 Pro et Pro Max prenaient en charge Apple ProRAW, offrant aux photographes la possibilité de capturer des fichiers images brutes avec le traitement informatique d'Apple intégré. Un scanner LiDAR a été intégré au modèle Pro, comme capteur de profondeur principalement destiné à la réalité augmentée, mais aussi pour améliorer les portraits de nuit et accélérer la mise au point automatique. Il y avait aussi MagSafe. MagSafe équipait chaque iPhone 12 avec un anneau d'aimant au dos, permettant aux accessoires comme chargeurs, porte-cartes et coques de s'attacher facilement et de s'aligner précisément. L'adoption par les fabricants tiers a d'abord été lente, puis s'est rapidement accélérée, devenant clé dans l'expérience iPhone moderne. Même si la 5G est arrivée avec cette génération, l'infrastructure réseau restait trop immature dans la plupart des marchés pour offrir les vitesses révolutionnaires qu'Apple annonçait. Mais la capacité était là pour que les clients puissent profiter de la 5G dès qu'elle serait disponible. Au total, la série 12 a atteint 200 millions d'unités vendues. En 2021, Apple a présenté la série iPhone 13 qui a repris le design du 12 et l'a amélioré dans presque tous les aspects importants au quotidien. Il avait des batteries plus grandes et une meilleure autonomie. L'encoche a diminué et les appareils photo se sont nettement améliorés, les modèles Pro ajoutant un téléobjectif avec un zoom optique triple. Mais la fonctionnalité qui a suscité le plus d'enthousiasme et de débat, c'était le mode cinématique qui ressemblait un peu au mode portrait pour la vidéo. Il utilisait la profondeur de calcul pour créer automatiquement des effets de mise au point en vidéo. Pointer la caméra sur un sujet, et lorsqu'il se déplace ou qu'un autre sujet entre dans le cadre, l'iPhone changeait la mise au point, mais il pouvait aussi choisir le mauvais sujet au mauvais moment. Il ne visait plus à égaler les appareils photo compacts, mais à reproduire les techniques professionnelles sur un appareil de poche. Les iPhone 13 utilisaient aussi la puce A15 bionique, maintenant la domination d'Apple sur les performances processeurs. Le codec ProRes est arrivé sur les modèles Pro, apportant un outil de vidéographie professionnelle sur smartphone. La sortie de l'iPhone 13 mini a surpris, car on pensait qu'Apple arrêterait ce modèle, mais sa production avait sans doute commencé avant les mauvais chiffres du 12 mini. L'iPhone 13 mini a été le dernier de sa catégorie et a acquis une base d'utilisateurs fidèles dont certains l'utilisent encore aujourd'hui. 2012 a marqué un changement notable dans la stratégie d'Apple, la fin du modèle mini et le retour d'un modèle de base grand format ainsi que l'une des intégrations matérielles logicielles les plus impressionnantes que j'ai jamais vues sur iPhone, Dynamic Island. Sur l'iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple a remplacé l'encoche par une découpe en forme de pilule pour la caméra TrueDepth. Ça, c'était standard. Beaucoup de smartphones avaient de ça à l'époque. Mais Apple est allé encore plus loin. Ils ont conçu le logiciel pour que la découpe soit un élément d'interface dynamique. Les activités en cours, comme un minuteur, la lecture de musique, les indications de navigation ou les scores sportifs, s'agrandissaient et s'animaient autour de la découpe en forme de pilule. Ce n'était pas juste une zone morte de l'écran, c'était un outil multitâche interactif. Dynamic Island est devenu un symbole de ce qu'Apple fait mieux que presque tout le monde, transformer une limitation matérielle en une fonctionnalité attrayante.
L'iPhone 14 Pro a aussi introduit pour la première fois l'affichage permanent, montrant l'heure, les notifications et les widgets à faible consommation d'énergie, même verrouillés. Le capteur principal de 48 mégapixels arrive sur le modèle Pro, un grand progrès comparé au capteur de 12 mégapixels qui équipait les iPhones depuis des années. La fonction SOS d'urgence par satellite a fait ses débuts avec l'iPhone 14 permettant d'envoyer des messages de détresse même dans les zones sans couverture cellulaire, une capacité que la plupart des utilisateurs espéraient ne jamais avoir à utiliser mais qui, en situation d'urgence, s'est révélée salvatrice. L'iPhone 14 non Pro a été controversé pour une raison différente. Il utilisait la puce A15 Bionic, la même que celle de l'iPhone 13 Pro pour la première fois de son histoire. Le modèle standard accusait un retard générationnel sur la puce face au modèle Pro. Apple instaurait ainsi un nouvel écart de performance entre ses produits. L'iPhone 14 Plus, qui a remplacé le modèle mini, a proposé le grand écran de 6,7 pouces à un prix plus abordable et est rapidement devenu populaire auprès des utilisateurs qui voulaient un écran plus grand sans payer le prix du modèle Pro. La détection des accidents utilise désormais accéléromètre et gyroscope pour repérer les graves accidents de voiture et contacter automatiquement les secours. Lors de sa première sortie, il y a eu des problèmes. Des personnes dans un parc d'attractions, sur des montagnes russes, voyant leur téléphone composer le 911 croyant à un accident de voiture. Apple a ensuite publié une mise à jour logicielle pour corriger ce problème. En mars 2022, Apple a discrètement renouvelé l'iPhone SE pour la 3e fois. Il utilisait le même design que l'iPhone 8, qui avait alors 5 ans, avec un bouton d'accueil, Touch ID et un écran LCD de 4,7 pouces. À l'intérieur, il était équipé d'une puce A15 Bionic plus récente et de la compatibilité 5G. Mais il était devenu un peu moins abordable à 429 $, même s'il restait le moyen le moins cher d'entrer dans l'écosystème iOS avec un appareil tout neuf. Cette fois, Apple n'a vendu que 15 millions d'unités d'iPhone SE. En 2023, l'Union européenne avait forcé la main d'Apple. Pendant des années, l'iPhone avait utilisé son connecteur propriétaire Lightning, tandis que le reste de l'industrie de l'électronique grand public s'était consolidé autour de l'USB-C. Mais ensuite, l'UE a adopté une loi. Tous les appareils électroniques grand public vendus en Europe doivent utiliser l'USB-C d'ici 2024. Donc, en 2023, tous les iPhones sont passés à l'USB-C. La transition était, de l'avis général, attendue depuis longtemps. Bien qu'il y ait encore eu des réticences de la part des clients qui étaient de contrarier de devoir acheter de nouveaux câbles et accessoires. L'USB-C sur l'iPhone 15 standard et le 15 Plus offrait des vitesses USB 2.0, ce qui était suffisant pour la plupart des utilisateurs, tandis que les 15 Pro et Pro Max proposaient des vitesses USB 3, offrant des transferts bien plus rapides, essentiels pour les fichiers ProRes, vidéos et photos brutes capturées par ces téléphones. L'iPhone 15 Pro a introduit un cadre en titane plus léger et plus résistant que l'acier inoxydable des précédents modèles Pro, tandis que le bouton d'action de l'Apple Watch Ultra a finalement été intégré à l'iPhone, remplaçant le commutateur de sourdine. L'iPhone 15 Pro Max était équipé pour la première fois d'un objectif téléphoto périscope tétraprisme permettant un zoom optique 5 fois, ce qui représentait un saut significatif par rapport au zoom 3 fois des précédents modèles Pro. Et cette année, l'île dynamique a été intégrée au modèle iPhone 15 standard, donc ce n'était plus une fonctionnalité exclusive au modèle Pro. La puce A17 Pro des modèles 15 Pro a été fabriquée selon un procédé de 3 nanomètres, avec les plus petits transistors jamais vus dans une puce grand public, offrant d'énormes gains en performance et en efficacité. Au total, la série iPhone 15 avait atteint 138 millions d'unités vendues. En 2024, l'intelligence artificielle est passée de fonctionnalité à thème principal. La marque d'Apple, pour sa suite de capacités d'IA intégrées aux puces A18 et A18 Pro, promettait une assistance à l'écriture, la génération d'images, une Siri améliorée, des résumés de notifications et toute une série de fonctionnalités contextuelles qui résidaient directement sur le téléphone, plutôt que dans le cloud. Les implications étaient importantes. Apple avait pris une position concurrentielle en misant sur la confidentialité, en traitant les données localement sur votre appareil. Apple Intelligence était l'expression de ce principe appliqué à l'IA, tandis que des concurrents comme Google et Samsung misaient sur l'IA basée sur le cloud. L'iPhone 6 et le 16 Plus ont reçu le bouton de contrôle de l'appareil photo, un nouvel élément matériel intégré sur le côté du téléphone, servant de déclencheur dédié et de surface gestuelle pour ajuster les paramètres de l'appareil photo. On pouvait zoomer en glissant le doigt, appuyer pour la mise au point et maintenir pour filmer, tandis que les 16 Pro et Pro Max faisaient évoluer l'appareil photo. Grâce à l'ultra grand angle de 48 MP, il était aussi possible d'enregistrer en ProRes 4K à 120 images S. L'iPhone 6 a également marqué la fin de la différenciation basée sur la génération de puces entre les modèles standard et Pro. Mais l'A18 Pro
avait un GPU à 6 cœurs contre un GPU à 5 cœurs dans l'A18 standard. Bien qu'Apple ait promis ces nouvelles fonctionnalités, Apple Intelligence pour la fin de l'année, seules quelques-unes sont disponibles, la principale, le nouveau Siri, restant indisponible à ce jour. À l'automne 2015, Apple a lancé 4 nouveaux iPhones, mais a agi de façon inédite. Ils ont remplacé le modèle plus standard par l'iPhone Air en se concentrant sur un design plus fin et plus léger. L'affirmation la plus ambitieuse d'Apple sur le design des smartphones depuis le modèle original. Avec seulement 5,5 mm d'épaisseur, c'était le smartphone Apple le plus fin jamais fabriqué. Propulsé par la puce A19 Pro, il se situait dans la gamme entre l'iPhone X7 standard et l'iPhone X7 Pro. Bien qu'il soit proposé à 1 000 $, il affichait un surcoût de 100 $ par rapport à l'ancien 16 Plus. C'était un iPhone destiné à ceux qui recherchaient des matériaux haut de gamme, puisqu'il était doté d'un cadre en titane avec un format distinctif, sans nécessiter un système de caméra avancé. Il comprenait un grand écran OLED de 6,3 pouces avec promotion à 120 Hz. C'était un téléphone magnifique à regarder et agréable à tenir en main, mais il n'offrait pas un rapport qualité-prix intéressant et les clients au budget limité préféraient l'iPhone 17 puisque ce modèle représentait l'un des meilleurs rapports qualité-prix jamais proposés pour un iPhone. L'iPhone 17 était doté d'un système à double caméra de 48 mégapixels, d'un écran plus grand et plus lumineux avec ProMotion disponible pour la première fois sur les modèles standards. Et même une meilleure autonomie, ce qui en faisait l'iPhone non Pro le plus complet jamais proposé par Apple. La caméra frontale avait un objectif Center Stage 18 mégapixels à double capture et capteur carré, évitant de tourner le téléphone pour des photos paysages. Elle pouvait aussi s'orienter automatiquement en fonction de la personne présente sur la photo. L'iPhone X7 Pro et le Pro Max étaient équipés d'un système de refroidissement à chambre à vapeur conçu exclusivement par Apple, monté sur un châssis monocoque en aluminium. C'était un changement par rapport au cadre en titane des 15 et 16 Pro et une décision controversée puisque l'aluminium était auparavant réservé aux iPhones moins chers. Il était plus léger et offrait de meilleures performances thermiques que le titane, assurant des performances soutenues inégalées par les anciens modèles Pro. L'appareil photo-téléobjectif a été repensé pour la première fois depuis l'iPhone 11 Pro avec un objectif téléphoto tétraprismatique de 48 mégapixels offrant un zoom optique 8 fois. Encore une fois, il s'agit d'un bond significatif par rapport au zoom optique 5 fois des 15 et 16 Pro Max. Et je devrais préciser qu'il était disponible à la fois sur les modèles Pro et Pro Max, plutôt que d'être exclusif aux modèles plus grands. Tous les iPhones de 2025 proposèrent des écrans avec affichage permanent et promotion. Côté sécurité, tous les iPhone 17 étaient équipés de l'application d'intégrité de la mémoire, une défense matérielle et logicielle permanente protégeant la mémoire contre les logiciels espions et les attaques de pirates. Alors que la puce A19 représentait un nouveau saut générationnel, étant plus rapide, plus efficace et plus capable de faire fonctionner les fonctionnalités Apple Intelligence de plus en plus complexes qui devenaient progressivement disponibles. Et au début de 2026, Apple a élargi la gamme avec une édition plus abordable, l'iPhone X7e qui commençait à 600 $. Le problème, c'est qu'il a remplacé l'ancien iPhone S qui coûtait 429 $. Donc, l'iPhone le plus abordable était devenu beaucoup plus cher, même s'il avait beaucoup plus de fonctionnalités modernes de smartphone. Ce qui signifiait que, pour la première fois, chaque téléphone de la gamme d'Apple, du 17e à 600 $ au Pro Max à 1200 $, utilisait la même génération de puces, le même système d'IA et la même expérience logicielle fondamentale. Alors, prenons un peu de recul. De 2007 à 18 ans, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? La réponse évidente, c'est qu'Apple a vendu beaucoup de téléphones, plus de 2 milliards selon la plupart des estimations, plus que n'importe quel autre appareil dans l'histoire, et générant plus de revenus que le PIB de certains pays. Mais ce n'est pas la réponse la plus importante. Ce qu'il est important de noter, c'est que l'iPhone n'a pas seulement bien vendu, il a restructuré notre société. Pensez à tout ce qui a changé grâce à l'existence de cet appareil, les cartes. Avant l'iPhone, se rendre quelque part dans une ville inconnue signifiait d'imprimer des itinéraires ou acheter une carte physique. Aujourd'hui, 1 milliard de personnes utilisent le GPS en temps réel sur un appareil qu'elles emportent partout. L'industrie de la cartographie a essentiellement été créée par les smartphones. Le commerce, l'App Store, a créé un tout nouveau secteur économique. Des centaines de milliers d'entreprises, petites et grandes, ont bâti toute leur existence sur la plateforme iPhone. L'économie des petits boulots, Uber, DoorDash, Airbnb, dépendent structurellement de smartphones équipés d'un GPS et toujours connectés. Et rien de tout cela n'existerait sous sa forme actuelle sans l'iPhone. La qualité de la photographie quotidienne s'est nettement améliorée. Des souvenirs familiaux autrefois non enregistrés sont maintenant capturés avec précision.
Alors que les réseaux sociaux avec des applications comme Facebook, Snapchat et Instagram ont provoqué le changement le plus important dans l'interaction sociale humaine depuis l'invention de l'imprimerie, et pas toujours de manière positive. Les chercheurs ont aussi relié les réseaux sociaux à une grave crise de santé mentale chez les adolescents. Il y a également eu une érosion de la vie privée, avec des entreprises qui capturent et revendent nos informations. L'iPhone est un outil puissant. Utilisez-le de manière responsable et vous pouvez améliorer considérablement votre vie. Mais si vous le laissez vous utiliser, cela pourrait s'avérer préjudiciable. Voilà l'histoire de l'iPhone. Ici, Apple expliqué. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.